bienvenue dans Caféine. Nous sommes au cœur de Paris. Au cœur de Paris, nous venons à la rencontre d'une diaspora. C'est la diaspora du Congo-Brazzaville. Oui, comme vous le savez, Caféine va à la rencontre des hommes et des femmes qui font la diaspora, mais la diaspora de l'excellence. Ceux-là qui ont un amour inouï et inavoué pour leur propre pays. Aujourd'hui, nous rencontrerons un digne fils du Congo-Brazzaville. Oui, il a l'amour pour son pays, dans tout ce qu'il fait. Oui, c'est un homme à multiples facettes. Il est dans l'art, il est dans la littérature. C'est un citoyen engagé, il a un idéal. Il a un modèle d'un nouveau personnage de la société qu'il aimerait transmettre à cette jeunesse. Oui, il s'appelle Marien Foné-Gombe. Vous aurez sans nul doute entendu ce nom. Aujourd'hui, nous allons le rencontrer. Il va nous parler de lui, de tout ce qu'il fait, de son amour pour son terroir, pour ce Makwa tant amoureux qu'il aime et qu'il décrit avec passion. C'est aussi ça la magie de Caféine. Caféine, c'est le café de l'actualité. Aujourd'hui, nous prenons notre café au Novotel Léal à Paris. Restez scotchés et moi je vous dis à tout de suite avec notre nouvel invité. Marien Foné-Gombe, bonjour. Bonjour Marvin. Et bienvenue dans Caféine. Merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer cette belle émission que nous allons avoir ensemble pour plus ou moins une heure, pour ceux qui nous suivent, qui est Marien Foné-Gombe? Alors, qui je suis? Je suis donc Marien Foné-Gombe. Je suis un fils du Congo. De métier, je suis responsable administratif et financier et j'exerce ça dans un cabinet d'avocats depuis 15 ans bientôt. Et à côté de ça, je suis engagé, comme vous le disiez, dans la culture par une structure qui s'appelle So Art. Nous faisons de la production musicale, de l'édition, de l'organisation d'événements. Et nous faisons de l'accompagnement d'artistes, on va dire. En plus de ça, j'ai un réseau d'entrepreneurs. Le but, c'était un peu ça, créer un maillage de tous ces jeunes, pas que congolais, africains, qui essaient d'entreprendre en France et même au-delà, qui s'appelle le Club Lenda, que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Arian Samba, que je salue en passant. Et pour finir, j'ai créé depuis bientôt une année les ACC, en SIG, c'est Atelier Citoyen du Congo. C'est un club de réflexion qui ambitionne de réfléchir sur des questions qui sont des enjeux pour le Congo de demain. Donc voilà un peu les différentes activités que j'essaie de mettre en place. On est nombreux, c'est toute une équipe dans chaque structure et ça résume un peu tout ce que je fais jusqu'ici. Est-ce que toute votre motivation vient du fait que vous avez un nom qui est peut-être lié à un patronyme qui est lié à une personnalité connue? Ou est-ce que c'est juste un défi personnel? Je pense que les choses se transmettent. Ouais. De vous à moi, les choses se transmettent. Donc mon père s'appelle Jean-Pierre Ngombe, pour ne pas le citer, et qui était un homme engagé. À la base, c'est un homme de culture. Même enfant, il a fait de la musique et différentes choses autour de la culture. Il a un engagement politique aussi. Oui. Il a été un proche collaborateur du président Marien Ngouabi. Et je crois qu'il transmet des choses forcément par les gènes et puis par l'environnement dans lequel on a grandi. Ça nous influence tous, mes frères autant que moi, ma sœur aussi, dans ce qu'on fait. Alors, votre père a été et demeure une personnalité très importante pour l'histoire de la République du Congo. On va rentrer dans le vif également pour faire un lien avec l'histoire parce qu'aujourd'hui, nous totalisons 60 ans pour la majorité des pays plus ou moins subsahariens d'Afrique. 60 années d'indépendance, c'est 60 années d'histoire également, oui, pour des hommes et des femmes qui ont construit cette histoire, qui l'ont façonnée. Vous, au regard de ce que vous connaissez, quand vous jetez un regard sur l'histoire de votre pays, quel est le bilan que vous faites, vous? Alors, c'est très important ce sujet. Tout le monde se donne un peu à faire l'état des lieux, à voir comment les choses ont évolué, se sont améliorées ou dégradées. Et en fait, ma casquette de fondateur et président des ACC m'oblige à parler à froid. Ouais. C'est un sujet souvent les gens sont passionnés quand ils en parlent, mais on ne va pas parler d'agrégats économiques compliqués. Pas de PIB, pas d'IDH, pas d'IPM. Allons sur des choses concrètes. Ouais. Le Congo aujourd'hui, est-ce que sur le plan économique, le Congo a évolué? L'un des indicateurs qui est très simple, que tout le monde peut vérifier, on a besoin de capitaine d'industrie. Ouais. Est-ce qu'au Congo, on a une société qui est leader dans le bâtiment, dans le ciment, dans la brasserie, est-ce qu'on a une société minière qui pèse? Je pense que non. Je mets au défi tout le monde de me dire quel est aujourd'hui le capitaine d'industrie au Congo qui représente valablement le Congo au-delà des frontières congolaises. Capitaine d'industrie, c'est quoi? Création d'emplois, création d'entreprises,
et qui rayonne à travers, pas le monde, ce serait prétentieux, mais déjà la sous-région, nous en avons pas. Donc sur le plan économique, ça laisse à désirer. Par contre, il y a des choses qui ont été faites, faut le dire. Le réseau routier aujourd'hui au Congo, il y a 60 ans, on en était bien loin. Aujourd'hui, pour aller à Pointe-Noire, si je ne me trompe pas, on met 4 heures pour aller à Pointe-Noire à peu près. J'ai été à Makwa, un village que je chéris. Ça m'a mis 6 heures pour y aller. Je suis content de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le bilan, il y a du positif et du négatif. Et quand on fait un solde de tout ça, c'est plutôt un échec. L'échec vient, parlons sans langue de bois, de la conjoncture, de la gouvernance, et puis après, donc en gros, il y a des effets exogènes et endogènes qui font qu'au final, le bilan ne soit pas reluisant sur le plan économique. Sur le plan social et sociétal, qu'est-ce qui se passe? L'éducation, le socle d'une société. Pour moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, si on prend le bilan du système éducatif, il n'est pas reluisant. Le Congo a été connu dans les années 80 pour être le pays africain le plus alphabétisé. C'est pas le seul élément qui permet de juger de la qualité du système éducatif, mais c'est un indicateur. À ce niveau-là, on voit bien qu'on en est bien loin. Il y a eu les résultats du bac récemment. On est à 34% résultats nationaux. Oui. On peut pas en être fier. Et il y a différents sujets comme ça. Je parle même pas de l'accès à la santé. Je parle même pas de l'énergie. Qu'est-ce que c'est au niveau de l'électricité? Plein de sujets. Quand je parle, je pense au fait que beaucoup de Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le défi est énorme. En parlant par exemple d'histoire et de ceux qui ont fait l'histoire en République du Congo, le chef de l'État a parlé du moins dans son discours du capital humain. Mais le capital humain a toujours été existant, il faut le dire. Les pères, nos prédécesseurs, plus ou moins ceux qui ont contribué à l'histoire de ce pays, ont été de grands intellectuels, tant sur le plan littéraire, politique et autres, des gens qui ont écrit, qui ont fait des propositions. Mais il semble qu'il y ait une cassure depuis un certain bout de temps. Mais cette cassure vient d'où? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec des personnalités comme vous, des intellectuels qui ont de la matière grise et qui ont de quoi contribuer au développement de ce pays, en fait? Là où je rejoins le chef de l'État, c'est que effectivement, le capital humain, c'est un vrai sujet. C'est un sujet central. Quand on parle du fait qu'il n'y ait pas de la naissance de la classe moyenne n'arrive toujours pas au Congo, ça viendra par ce capital humain. Je parlais d'éducation, c'est lié. Le Congo a besoin d'ingénieurs en génie civil, d'agronomes. Il faut former des ingénieurs. C'est eux qui feront qu'on ait une industrie, un maillage d'entreprises compétitives. Et ça fait défaut. Et après, il y a un autre souci. Pourquoi il y a eu cassure? Pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que les visions étaient à court terme. Je vais m'expliquer. Moi, je parle beaucoup de prospective, voire à échéance 20 ans. On l'a pas souvent fait. Moi, j'ai bien aimé, parce qu'il faut refaire l'histoire du Congo, il y a des points névralgiques intéressants. Le plan quinquennal, c'était une belle idée. Moi, je pense toujours au plan quinquennal. Pourquoi? Vision à 5 ans, c'était très bien. On voulait en fait développer l'agriculture au Congo, et ça n'a pas totalement échoué. À l'époque, il y avait de mémoire ce qu'on appelait une agence là qu'on appelait des agences nationales OCC et OCV. Oui. Donc, ils devaient aider à ce qu'il y ait éclosion vraiment du secteur agricole, de l'agropastoral. Ça n'a pas échoué, ça a marché. Même les agriculteurs, dans les années 80, 84, je crois, il y a une surproduction. Je sais pas si les gens le réalisent. Aujourd'hui, on a tendance à dire, ouais, on produit pas. Aujourd'hui, on importe 2/3 de ce qu'on mange. C'est aberrant pour le sol qu'on a. C'est là le capital humain aussi. Ouais. C'est aussi que les gens, il y a eu l'exode rural. Il y a plein de mots, mais tout ça s'imbrique. L'exode rural. Non, faut que les jeunes, donc, repartent vers la terre. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que qu'on revienne à une industrie agro-pastorale, une industrie agroalimentaire. On parle beaucoup de NTIC, tout le monde veut l'informatique, c'est beau et tout ça. Mais on est un pays en voie de développement. Et forcément, on doit revenir sur la base. Et la base, c'est bien celle-là. Donc, ce que je dis, c'est que il faut des visions à long terme et former les gens en fonction des besoins réels du Congo. Et après, il y a une volonté politique pour l'application des choses. Donc, il y a eu dans les années 80 surproduction, sauf que les OCC, l'OCC, l'OCV a été mal géré. Au milieu des années 80, donc les agriculteurs se sont révoltés. Et très vite, on est arrivé à tout ce qu'on a eu en fin d'année 80, des plans d'ajustement structurel. Ça ne nous a pas aidé. Mais avant les plans d'ajustement structurel, l'idée était bonne, la gouvernance était discutable, pour parler gentiment. Et c'est ça le sujet aussi. Et nous sommes tombés un peu plus bas. Est-ce la raison pour laquelle vous avez créé les ateliers
citoyen du Congo? Moi, les ateliers, quand j'y pense, c'est parce que je pense à la société civile. C'est un mot, c'est important, la société civile. Pourquoi? L'idée, c'est de sortir du jeu des partis. Le jeu des partis fait que c'est propre à la politique. Hein. C'est valable partout. Il y a des compromis entre partis, il y a des calculs électoraux. Je ne veux pas tomber dans ça. Aujourd'hui, la société civile a plus de force en nombre et en liberté, parce que l'idée, c'est de libérer les énergies. Il faut que le Congolais puisse prendre à bras le corps son destin. Ce n'est pas qu'un mot, c'est facile à dire, mais c'est ça. Que chacun réfléchisse. Nous, on va être le porte-voix de la société civile. Que chacun réfléchisse sur tel sujet. Des sujets concrets. Il y a des villages, il y a des choses à faire. Sur ça, je parle. On est un think tank, mais un do tank aussi. Hein. Donc, les ACC, c'est beaucoup de responsables d'associations. Moi-même, j'agis à Makwa, encore un clin d'œil sur ce village, et agir localement. On oublie ça, il faut agir localement. Et après, on a la prétention, nous, dans les ACC, vous allez me le permettre, de mettre un peu au cœur du débat certains concepts qui sont porteurs pour l'avenir, quand on se projette. Vous faites déjà des propositions? Est-ce que vous avez déjà plus ou moins une sorte de proposition sur la table? Parce que cette génération, du moins, certaines langues disent que cette génération est démissionnaire. Comment vous... La nôtre, on va le dire. Cette génération est démissionnaire. Comment est-ce que vous comptez plus ou moins insuffler un vent nouveau dans cette génération afin qu'elle puisse croire, par exemple, en une plateforme comme les ACC? Alors, les ACC, dans nos actions, on produit du contenu. On produit des tribunes. On peut nous lire sur Mediapart depuis peu. On a un partenariat Œil d'Afrique. Bref, sur les dépêches, Semaine africaine, on a différents articles qui ont été publiés. Parlons de l'entrepreneuriat. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est à la mode. Tout le monde veut entreprendre. Réflexion des ACC. Nous, c'est les diagnostics qui sont importants. Après, on propose. Mais on veut pas être les seuls à proposer. Mais déjà, posons de vrais diagnostics. L'entrepreneuriat au Congo, faut qu'on revienne à des choses très simples. Faut impliquer la chambre de commerce et des métiers, de l'industrie et de l'artisanat. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Il faut former les jeunes. L'idée, c'est pas se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, à tâtons, sans être encadré. Il y a eu la mode des incubateurs. On a fait des incubateurs, des hubs et tout ça. Mais c'est pas adapté à l'écosystème économique du Congo. Il faut un climat des affaires que l'État doit mettre en place. Ils doivent être accompagnés, ces incubateurs-là. Et puis, les incubateurs, c'est pour faire des levées de fonds. Et c'est rayonner à l'extérieur. Mais pour ça, il faut que l'État soutienne. Comment l'État peut soutenir? Déjà en faisant... J'ai vu que beaucoup de ministères numérisent leurs choses, mettent des sites en place, déjà en faisant des appels d'offres. Sur les petites sociétés de la place, les startups qui naissent, en disant voilà, il y a un appel d'offres, c'est ouvert. Et ces sociétés-là gagnent ce genre d'appel d'offres. Et puis l'État essaie d'être agressif sur le plan international, sur la promotion, sur la mise en avant de ces petits acteurs de demain. Voilà. Si c'est pas fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Revenons à des choses simples. L'artisanat. Revenons sur ça, l'artisanat, le commerce, la maman qui vend les beignets, la petite exploitante qui a son champ à Inda ou je ne sais où. C'est ça, il faut revenir à ça. Comment l'aider? L'aider à avoir des plans pour planter, revenir un mois après, faire un suivi. Arrêtons avec des termes qui sont séduisants. Il faut peut-être un ingénieur agronome qui accompagne, qui vient de manière récurrente, aider cette personne-là. Je ne sais pas si je propose ici, vous voyez le fil de mon idée. L'idée, c'est faire déjà le bon diagnostic, dire que revenons au B à bas, parce que nous sommes vraiment, n'ayons pas la prétention de faire des choses complexes. Ce qu'il nous faut, c'est des choses simples et concrètes. Voilà les exercices qu'on peut proposer. Une autre idée qu'on propose, qui est un concept, qui est le soft power. Ça nous tient à cœur parce que ça englobe pas mal de choses. Ça englobe le nation branding. Ça englobe ce qu'on appelle les ICC, les industries culturelles et créatives. Donc, musique, livres, publicité, architecture. Il faut qu'on prenne la mesure de ce concept. Et le Congo est un pays connu qui rayonne par son nom, par son fleuve, 65% du territoire que de la flore. C'est une richesse inouïe. Et je parle même pas du tourisme mémoriel qui rentre dans le soft power aussi. Les Chinois l'ont compris. Quand la Chine prête des pandas, c'est en millions d'euros. Donc, le soft power, c'est pas qu'un concept creux, c'est de l'argent, c'est de la richesse, c'est des emplois, mais encore, faut savoir l'exploiter. Mais encore, faut savoir les exploiter, effectivement. Vous avez parlé de littérature, alors on va basculer dans la littérature. Marien Foné-Gombe est écrivain également. Il n'est pas à son premier ouvrage, mais l'un des ouvrages les plus marquants, on va le dire, au cours de ces 2 dernières années, c'est Franklin l'Insoumis. Vous êtes en plein dedans, vous vous impliquez, et là, vous pensez
écrire un livre sur un des grands de la musique congolaise. Oui. Est-ce que c'est une part vous avez une part de reconnaissance plutôt d'avoir écrit ce livre, ou bien c'est une façon de pérenniser le travail de cet artiste? Et puis parlons un peu de votre implication dans la littérature en général. Oui, oui. Ben, en fait, donc je publie mon premier recueil de nouvelles en 2011 qui s'appelle Escale. C'est un recueil qui est consacré au voyage physique, spirituel, introspectif. Voilà. Donc j'ai des velléités comme ça d'écriture depuis 2011, mais c'est vrai que c'est un peu avant Franklin l'Insoumis que ma plume s'affûte. Et surtout le projet Franklin l'Insoumis, c'est le projet qui arrive en fait à la confluence de tout ce que je fais. Parce qu'il y a la citoyenneté, il y a l'amour pour l'art, et puis après il y a un peu l'entrepreneuriat, parce que derrière il faut essayer de vendre le produit, même si c'est la Doxa qui m'éditait à l'époque, et maintenant je vais éditer les prochains ouvrages. Pour parler de Franklin l'Insoumis, donc on réunit 14 auteurs de différents pays d'Afrique. L'idée c'est parce que la musique, c'est comment dire, c'est faussement léger. Et Bukaka, c'est l'exemple probant. Les textes de Bukaka questionnent, nous sommes dans le sujet, questionnent la société et les indépendances surtout. Déjà à cette époque, ils se demandent est-ce que vraiment les indépendances profitent au peuple ou à une élite finalement qui fonctionne comme le colon. Voilà, le message c'est celui-là. Posons-nous cette question. Que l'élite se pose cette question, que le peuple aujourd'hui, les nouvelles générations se posent les mêmes questions. C'est une question de responsabilité. C'est ça le sujet de Franklin Bukaka. Et après, pour un peu titiller l'inspiration de mes amis, on a dit, bon, chacun prend une chanson. À partir de la chanson, donc il y a des Sénégalais, d'autres nationalités. J'ai essayé de traduire avec l'aide d'Anthony Mouyongi et d'autres. Donc on traduit le texte en français et ça garde de la consistance, pour vous dire. Et à partir de ce texte-là, raconter l'Afrique des indépendances après les années 60, c'était ça l'idée. Mettre le contexte et puis créer une histoire autour de ça. On a eu un vrai succès d'estime et beaucoup de médias nous ont relayé ce projet-là. C'est très bien. C'est une façon de dire que Marien Foné-Gombe est aussi insoumis. Est-ce que c'est aussi le caractère insoumis qui prend le dessus un peu? Moi, je pense, ce qui peut me caractériser, je pense, c'est la témérité. Je pense que c'est important. Et parce que la vie est faite de flux, de reflux, il y a beaucoup de vagues. Faut tenir la barque. Mais Franklin Bukaka est un homme courageux, il est mort pour ses idées. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour leurs idées. Ne seront pas dupes, tout le monde connaît l'histoire du Congo. Du premier homme qui est le président de la République au modeste, on va dire, vendeur à la sauvette, tout le monde connaît l'histoire du Congo, les acteurs du Congo, la part d'âme de notre histoire. Ça sert à rien de se mentir sur ça. Mais c'est bon de la raconter de manière apaisée. C'est important que les nouvelles générations connaissent ces histoires, pour ne pas faire pareil. L'idée, c'est celle-là, faire mieux dans l'avenir. Le Congo-Brazzaville, c'est aussi le Congo des grands auteurs, à l'instar de Sonny Laboutonsi, Chikaya Utamsi, Jean Malonga et bien d'autres. Aujourd'hui, vous pensez que nous tenons toujours cette place avec les nouveaux auteurs, il faut le dire, parce que il y a Alem Abankou de nos jours et tant d'autres qui écrivent aujourd'hui, qui tiennent la place. Est-ce qu'il y a quand même une sorte de déphasage où il y a quelque chose qui a changé? Je connais ce questionnement, mais en fait, moi, je pense que beaucoup d'auteurs africains, c'est valable pour Kourouma et d'autres, ont beaucoup raconté l'Afrique d'après les indépendances. C'était ça, en fait, l'histoire. Aujourd'hui, les Africains, on a d'autres problèmes à gérer. Les indépendances sont passées, les auteurs voyagent, certains n'habitent même plus au Congo. Donc, ils se nourrissent de différentes choses. Et on peut dire que Emmanuel Dongala, pour moi, est quand même une figure de proue de notre littérature. Parce que faut se nourrir de tout. La littérature n'a pas de frontières, faut se nourrir de tout. Et si la question, c'est de savoir si les Congolais qui lisent les auteurs congolais, ça permet à la population congolaise d'avancer, ça parle encore d'engagement, comme faisait Sonny Laboutonsi particulièrement. Je pense que oui. Sauf que l'engagement aujourd'hui, c'est au-delà des frontières congolaises. Quand Wilfried Tsondé écrit sur l'esclavage, un ouvrage, ça reste un roman, mais c'est quand même renseigné et ça révèle quand même la part d'âme de chacun. En termes de qualité, je pense pas que la littérature congolaise est perdue. Sauf que maintenant, il y a beaucoup d'auteurs. C'est valable pour plein de domaines, Même la musique. C'est-à-dire qu'il y avait quelques-uns, c'est des précurseurs, alors ils sont portés au nu. Maintenant, l'offre est diversifiée, il y a Alem Abankou, d'autres personnes, il y a à boire et à manger, mais la qualité est là. Maintenant, il faut faire son marché. Un des derniers romans que vous êtes en train de lire, par exemple, je lis pas beaucoup de romans en ce moment parce que je suis beaucoup sur un travail sur les ACC. Je vous dis, vraiment, ça me prend beaucoup de temps.
J'ai lu en fait un livre de Sylvestre Soka que je relis, qui s'appelle Le mal congolais, qui raconte un peu comment, après les indépendances, de nombreuses institutions ont connu une déliquescence, et il explique pourquoi. Un ouvrage courageux que j'invite les jeunes à lire. Il parle de l'éducation, il parle de la radio, il parle même de la création de l'OGES, comment la maison des étudiants a été créée. Il a contribué pour beaucoup. Et voilà ce que je lis. Il y a des périodes comme ça. Je suis moins roman en ce moment, même si je sors un roman bientôt, mais on en reparlera. Mais je lis des essais plutôt. Du roman, nous allons basculer vers la musique également, oui. Parce que vous êtes un opérateur culturel, oui. Il faut le dire. Vous avez lancé le concept So Art, et qui est à sa 50e édition déjà. So Art, ça a été créé en 2017, et à la base, c'était un afterwork. Donc l'idée, c'était de faire se rencontrer des artistes de différents domaines. À chaque fois, on invitait un écrivain, un musicien, voilà. Parce que l'idée, souvent, je remarquais que les gens étaient cloisonnés. Ouais. Quand ils allaient voir un écrivain, il y avait... C'était que des écrivains, quoi. Alors que finalement, c'est la même muse qui inspire l'écrivain, le musicien, ainsi de suite. Donc, on a fait ces afterworks-là au départ, très ouverts, différentes nationalités. Et des afterworks au fil des mois, au fil des années, on a fait finalement une maison de production. Finalement, j'ai un sirette et c'est devenu un peu plus sérieux. On a produit un album de Doudou Kopa. On l'a produit aussi en spectacle ici sur une péniche. Pas que lui, c'était en fait un pool d'artistes rumba. Là, on produit un jeune qui s'appelle Wallo Bostino. On va sortir des ouvrages So Art Édition, des livres à la rentrée. On va en parler également, oui. Alors pour So Art, il y avait quoi à dire? Voilà un peu l'idée de So Art. Aujourd'hui, j'ai un peu levé le pied sur So Art. C'est un jeune qui va reprendre un peu le management de So Art. On peut pas être partout. Mais ça me tient à cœur parce que je pense que l'art, c'est très important pour le développement d'un peuple. Posons la problématique de l'art aujourd'hui. Oui. La problématique de l'art, de la musique et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le regard que vous posez aujourd'hui sur le devenir et l'avenir de l'art. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face du digital. Oui. Il faut le dire. Le digital prend de la place. Il y a l'absence de producteurs. Oui. Il y a l'absence de maisons d'édition. Comment est-ce qu'on est censé ramener, par exemple, les gouvernants, il faut le dire, d'un côté, les opérateurs culturels, afin de booster les artistes. Et de l'autre côté, quel est vraiment le ressenti? Est-ce que nous sommes toujours en face de l'excellence ou est-ce qu'il y a un petit relâchement? Alors, il y a deux sujets. Concernant les pouvoirs publics, ce qui parle en fait dans un État, au-delà des politiques, des discours, c'est le budget. Le budget consacré à la culture dans les pays africains, c'est de moins de 1%. Et le Congo, on est vraiment très très bas, je pense. Donc déjà, faut voir à ce niveau-là ce qui peut être fait. Mais des budgets pour faire quoi? Pour faire des infrastructures, peut-être. Il y avait un studio qu'on appelait l'IAD, oui. Qui était envié dans la sous-région. Les gens quittaient je ne sais où pour venir enregistrer à l'IAD. L'IAD a été, je crois, privatisé, enfin, s'il y a plus, alors que c'était vandalisé, il faut le dire, voilà. Durant la guerre, oui. Et il faut une réflexion sur ça. Les artistes doivent être accompagnés. Vous savez, les artistes aujourd'hui, est-ce que les gens se questionnent sur la fin des artistes, la fin de leur carrière? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Moi, je suis désolé de le citer, mais j'ai un monsieur que j'aime beaucoup, qui est respecté sur les deux Congos, qui est Youlou Mabiala. Je ne sais pas ce que les pouvoirs publics font pour lui. C'est un génie. Alors, Youlou Mabiala, que devient-il? Que chacun se pose la question. Il y a un monsieur, je ne sais pas s'il touche les droits de la SACEM comme il le devrait. C'est le grand Théo Blaise Kunku. Sa chanson qui est dans tous les mariages et tout ça, je ne sais pas s'il touche ce qu'il devrait. Vous savez, il y a une chanson qui m'amuse souvent, c'est Born to be Alive. Ce monsieur, il n'a que ce tube-là. Et il en vit jusqu'aujourd'hui. Il fait quelques plateaux de temps en temps, il en vit. J'espère que le grand TBK touche ce qu'il faut. Et c'est pas à lui de faire ça. C'est au pouvoir public de voir comment fonctionne le BCDA. J'ai un frère qui bosse pas mal dessus, qui est au Congo. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que les artistes congolais touchent leurs droits, il faut qu'ils s'inscrivent à la SACEM. Donc tous les grands noms qu'on connaît, du Congo-Brazzaville, viennent à la SACEM, au moins ils touchent leurs droits. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que, qu'ils soient inscrits à la SACEM ou pas, les droits tombent. C'est-à-dire que quand un Congolais passe dans une radio je ne sais où, ces droits tombent réellement et finalement, ça ne profite pas aux gens qui créent. C'est malheureux. Il n'y a pas que la musique. L'école de Poto Poto, qu'est-ce qu'on en a fait? J'avais un projet je vais le dévoiler, avant le confinement, je voulais exposer les toiles des jeunes de l'école de Poto Poto. Malheureusement, il y a eu le confinement, j'avais loué une salle, j'ai dû annuler. Il faut réveiller l'école de Poto Poto. Quand on a déjà une valeur immatérielle sur une chose,
c'est simple de travailler derrière ensuite. Le plus dur, c'est ça, en fait. C'est se créer une réputation. Quand on se crée une réputation, après, c'est simple. Faut juste mettre un peu des moyens. Et croyez-moi, je mets pas des moyens énormes pour le faire. Donc, un État peut le faire. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Et quel sujet? L'art, c'est la littérature. Il y a les éditions, c'est quoi? Emar, qui essaie d'éditer des bouquins. C'est pas mal. Je sais pas comment ça marche, mais bon, je crois que faut trouver un lectorat. La littérature, c'est pas évident. Faut trouver un lectorat, mais faut penser que c'est un business. Donc, c'est pas évident. Tant qu'il n'y a pas de marché, ça peut pas se développer. Pour avoir un marché, faut chercher dans la sous-région. Allez voir en Côte d'Ivoire, ils consomment beaucoup de bouquins, beaucoup de BD et tout ça. Donc, trouver un marché dans la sous-région, beaucoup de sujets, hein. Donc voilà, je sais pas si j'ai donné beaucoup d'idées. Mais quand on fait un parallèle, par exemple, on fait un parallèle aujourd'hui avec l'industrie musicale, il faut le dire, au Nigeria, par exemple. Oui. Il y a une fierté d'abord à la base. Il y a un patriotisme à la base. Ça, c'est très important. Mais cette absence chez nous, comment vous expliquez-vous parce que nous sommes dans les années 60, nous avons Bantou de la capitale. C'est un orchestre national qui est porté par le pays. Et là, nos aïeux, nos pères et nos mères, c'était des gens qui ne juraient que par Bantou de la capitale. Et quelques années après, on semble vivre dans une sorte d'indifférence vis-à-vis de notre art. On n'est pas fier de... Est-ce que c'est une faute d'un côté des artistes qui ne vont plus dans l'excellence et qui ne donnent plus ce qu'il faut, ou qui tombent, on va le dire, dans l'indécence, ou... Non, c'est faux. Les artistes doivent être accompagnés. Ouais. Les écoles philharmoniques, il y en a ici des groupes philharmoniques, c'est soutenu par l'État. Ouais. Et nous, si on essaie de transposer, c'était un peu ça. Il y avait Bantou de la capitale, il y avait Télémusique. En Guinée, il y avait les Amazones de Guinée. Oui. C'est le pouvoir qui supportait ça. Ouais. C'était le bon côté de tout ce qui était nationalisation à l'époque de la Révolution, ainsi de suite. Encore, j'aime dire, faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Faut garder ce qu'il faut garder, jeter ce qu'il faut jeter. Non. Après, au niveau de la création, les gens, en fait, ils cèdent à la facilité parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le digital. Bon, on essaie de réduire les coûts au maximum. Donc, même pour la composition, vous imaginez un orchestre comme les Bantous, avant qu'une chanson ne sorte, combien de fois c'était répété? Mais forcément, après, on devient en maîtrise, voilà. Maintenant, on achète une chanson. Ça aussi, c'est un business parallèle de la musique. La musique. C'est comme ça, c'est une réalité. Mais très vite, c'est sur le marché. Donc, on voit bien qu'il y a pas la maturité dans le traitement des choses. Et croyez-moi que si on aide les artistes, qu'on leur donne le temps de créer, ils font de mieux en mieux. Après, au Nigeria, c'est au niveau des nouvelles technologies. Chez nous, Internet ne fonctionne pas comme il faudrait. On n'a pas encore eu les réflexes d'acheter les chansons, téléchargement légal et tout ça, pas suffisamment. Au Nigeria, c'est très développé. Et ils vivent, l'industrie musicale marche même en autarcie au Nigeria. Donc, c'est important de développer ça. Vous parlez de patriotisme. Tout est lié. Le patriotisme, ça va aider et la culture, et la politique, et la citoyenneté. Nous, on avait chez nous, j'aime bien toujours faire des clins d'œil au MNP, la levée du drapeau chaque matin, l'éducation civique du pionnier. Les Américains ont the pledge of allegiance. Excusez mon anglais. Ils font ça aux primaires. Un enfant américain le fait par rapport au drapeau. Ce n'est pas rien. On croit que c'est anodin, mais c'est ça qui est ce... Vous savez, aujourd'hui, ça, je reviens un peu sur la politique. Quand un pays traverse des situations très difficiles, ce qui fait que le peuple tienne, c'est ce patriotisme-là. Donc ça passera par ce genre de mesures symboliques. Ça passera par autre chose qui peut fâcher certains, l'exemplarité. C'est tout, c'est suffisant. Les choses sont simples en fait, mais c'est la mise en route qui... Les gens ne veulent pas le faire, mais on aura des retours de bâton, hein, tous, si on ne fait pas ces choses aussi simples. Alors, vous allez vous lancer également dans l'édition, il faut le dire. Est-ce que c'est une tâche si facile pour vous, par exemple, de vous lancer dans l'édition? Non, c'est pas facile. C'est pour ça que finalement, j'ai pris des gens pour m'aider sur différentes structures. L'édition, je vais vraiment m'impliquer pour lancer ça. Il y a une réalité dans le monde de l'édition. Il y a des plumes d'excellence comme les Wilfried Sondé ou Emmanuel Dongala qui ont accès à de grands éditeurs. Après, il y a des auteurs très bons qui, pour différentes raisons, n'ont pas accès aux grands éditeurs, des auteurs qui sont quand même intéressants à lire, mais qui n'ont pas ce niveau-là, du coup, qui n'accèdent pas à ces éditeurs-là. Et il y a tout un marché en dessous, dans lequel il y a l'Harmattan et d'autres, je ne citerai que l'Harmattan, qui font un business. Tant mieux. L'idée, c'est, faut nourrir son homme. Et ce qui se passe, c'est que souvent, alors, on va rentrer dans le jargon un peu de l'édition, on parle souvent d'édition à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Compte d'éditeur, c'est-à-dire que l'auteur ne paye rien, l'éditeur paye tout. Compte d'auteur, l'auteur paye, participe aux frais. Et les frais sont assez importants. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui naissent, qui prennent des frais de l'ordre de 1 000 € à peu près.
Donc un auteur qui est au Congo, qui veut se faire éditer par un éditeur de la place de Paris, qui se débrouille, il faut qu'il paye ses charges, il faut qu'il ait au moins 800, 900 euros. Voilà la réalité. Nous, ce qu'on veut, moi, en fait, l'industrie culturelle et créative, c'est très spécial. Il y a du social, entre guillemets, mais pour moi, c'est pas du social. C'est en termes de patriotisme et d'engagement. On va faire des prix en dessous du marché. Je fais un peu ma com. Absolument. On va faire des prix en dessous du marché, beaucoup plus bas. Les gens verront notre offre. Et l'idée, c'est ça, c'est aider tous ces auteurs-là à ne pas se ruiner pour se lancer, avec une transparence dans le suivi des ventes. On met un point d'honneur à être transparent. Le but, c'est que chacun gagne et ne pas asphyxier le pauvre auteur qui le fait par passion, donc il met ses sommes et finalement il perd tout. Et après, on veut aider les gens à consommer différemment les livres. On parlait du numérique, il faut y arriver. Est-ce que vous avez déjà des œuvres, des plus ou moins des écrivains? Est-ce que vous avez déjà des pépites dans votre... Il y a un grand monsieur qui est un Congolais qui a eu la Légion d'honneur. Cet indice peut aider les gens à trouver. Je suis en pleine négociation, je vais pas dire, mais c'est en bonne voie. Donc voilà un peu c'est pas un coup, mais bon, voilà un peu la prise d'en est fier. En plus, c'est un livre sur le soft power, sur le Congo, sur le grand Congo, le Congo qu'on veut voir. Donc j'ai mon roman, celui de ma petite sœur, un recueil de nouvelles, et il y a 2 autres auteurs également avec qui on est en pourparlers. Voilà. Alors on va quitter un peu cette petite phase. On va se rendre à Makwa. La petite histoire, cet amour infini entre Marien Fone-Ngombe et Makwa. Quel est le trait d'union? Je pense qu'il y a une association qui est là, qui fait un travail. Est-ce que vous savez nous expliquer, nous vendre un peu Makwa? Moi, si vous devriez me vendre Makwa. Oui. Vous savez que le Congo de demain, c'est le Congo du développement local. Oui. Donc vous me dites, vendre Makwa, ça me plaît, cette question de vendre Makwa. Makwa, c'est un petit village au Congo, dont est originaire mon père. Et c'est le village par lequel passe l'équateur. Tout un symbole. Et Makwa, c'est aussi le village dans lequel il y avait le premier lycée sous la colonisation, le premier internat, si je me trompe pas, de Bonne Sœur. Makwa a formé de nombreux intellectuels du Congo. Les premiers sont tous passés par Makwa, comme de la même manière ils passaient à l'école des cadres. Beaucoup ont fini à Makwa, ont été formés là. Après, c'est subjectif, hein. Moi, je suis de Makwa, mais de Boko aussi, hein. Ma mère est de Boko, c'est bien de le rappeler. Et mon père est de Makwa. Voilà. C'est le nord et le sud, le Congo de demain. Bref, voilà. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Aquamoussi. On fait des dons, on fait des actions ponctuelles comme ça. On aide les personnes, on a payé des rentrées scolaires, beaucoup d'enfants, plus d'une centaine. Et on aide des personnes âgées. Et on a des projets, on veut faire des projets pérennes sur Makwa. J'espère y aller très prochainement, on va le faire. Et faut se servir de modèles de réussite locaux, un modèle, oui, pour créer de l'émulation ensuite. Parce que Aquamoussi, ça a été créé pour Makwa, mais moi je crois au développement local. Donc je n'hésiterai pas à faire un partenariat avec d'autres associations, à Gamboma, à Boko, voilà. Mais voilà, Makwa, c'est un peu ça mon intérêt. Mais quels sont les besoins, par exemple, les besoins sur le terrain, par exemple? Parce que Makwa, vous êtes en train de nous vendre Makwa. Oui. Moi, j'ai hâte peut-être d'être à Makwa. C'est vrai. Mais quels sont les besoins imminents sur le terrain? Déjà, on a un problème, ça a l'air de rien, mais c'est important. Une bibliothèque pour la jeunesse. C'est mon leitmotiv. La jeunesse, former les jeunes, ainsi de suite. Créer une bibliothèque à Makwa, c'est un projet. Qu'ils aient accès à Internet, c'est très dur parce que c'est aussi lié à l'offre nationale. Mais c'est important d'arriver à ça. Former la jeunesse de Makwa, population très jeune. Et on a un problème aussi d'assainissement d'eau à Makwa. Après, c'est très technique, mais il y a un travail à faire sur ça aussi. Après, vous savez, on est africain. Quand on parle de localité comme ça, on parle aussi de spiritualité ancestrale. C'est important d'être ancré. Donc moi, c'est une démarche. Il y a cette dimension-là qui est très importante, qui fait tout ce qu'on est. Et il y a aussi cette partie, comme vous le dites, la partie ancestrale qui est liée vraiment au rite. Oui. Et moi, je dirais beaucoup le Kingoli, qui est cette façon de cette danse qui va de pair avec cette danse. Oui. Comment comment est-ce qu'on peut pérenniser cette culture, par exemple, au fil des années? Ça va avec le soft power encore. Et le Kingoli, c'est l'une des danses traditionnelles les plus connues du Congo. Et l'idée, il faut soutenir les créateurs. Parmi les plus connus, il y a David Kassa, il se débrouille pas mal, mais ça véhicule beaucoup de choses. Vous savez, on parle beaucoup des griots en Afrique de l'Ouest. Et on oublie que nous, on a des chants, des danses comme ça. C'est de la polyphonie, on appelle ça. On dit ça quand c'est d'autres contrées, quand c'est nous, on dit folklore. C'est de la polyphonie. Ouais. Il y a tout un travail sur des voix et il y a un travail de transmission. Tout ça, ça rejoint l'éducation. Vous voyez qu'il y a une cohérence dans ma démarche. Tout ça se rejoint.
c'est de la musique, faut produire, faut soutenir. Mais voilà, moi pour un petit clin d'œil, dans mon roman, il y aura ce qu'on appelle un appendice, donc à la fin du roman, et il y a un chapitre que j'appellerai Ainsi parlait Manjondo. C'est le nom d'un personnage. Et c'est le prétexte pour mettre un recueil de citations en makwa. Parce que les citations expliquent comment un peuple construit le monde. On voit un peu l'imaginaire d'un peuple à travers ses aphorismes, ses citations. Et donc, je vais rajouter ça à la fin de mon roman. Ça participe toujours au rayonnement de Makwa et du Congo. Comment on fait pour être une personnalité à multiples facettes comme vous? Comment est-ce que vous départagez dans toutes ces tâches, en fait? Franchement, je crois c'est par période. Il y a des périodes où je suis plus sur tel sujet, des périodes où je suis plus sur d'autres. Après, c'est la passion. En fait, quand on a la passion, je crois qu'on ressent même pas la fatigue. Que pensez-vous de la diaspora du Congo-Brazzaville? Est-ce qu'elle est prise en compte? La diaspora, c'est la 13e région du Congo. Si les gens ne l'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont rien compris. La diaspora, c'est un vivier de talent, un vivier d'énergie, et il y a de la frustration, malheureusement. Il faut respecter cette frustration. Alors, je prends un exemple. Moi, j'aime bien l'histoire du Congo des années 80, parce que c'est un tournant des années 80 chez nous. Quand arrive le plan d'ajustement structurel et qu'on fait on dégraisse, on fait des compressions, on appelait ça, je crois, et bien la règle des 3 tiers. Un tiers des salariés donc sont restés, un tiers se retrouve au chômage, et un autre tiers se débrouille dans de petites activités et tout ça. Et bien il y en a qui se retrouvent à rien faire, il y en a qui viennent en France dans ces conditions-là. Une vague qu'il faut compter. Notre pays a connu des soubresauts sociopolitiques. Il y a eu des guerres civiles, c'est comme ça. Dans la vie des peuples, les peuples, ça arrive. Et il y en a qui quittent le pays comme ça. Moi, je quitte le Congo parce que je vis la guerre de 93. Autant pour moi. Moi, je vois des gens brûlés sous mes yeux. Donc, il y a une année blanche qui va s'annoncer. Mes parents me disent en prévision, va en France et je viens, je sais pas combien de temps je viens. Mais je porte le Congo en moi toujours. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Comment vous voulez condamner une personne comme moi ou comme celle que j'ai citée d'avant? Quelle leçon on a à recevoir des Congolais sur place? Tenons-nous bien. Après, je sais que c'est important de le dire aussi. Souvent, on parle de la diaspora en disant que oui, il y a une condescendance de la diaspora vis-à-vis de ceux qui sont sur place. C'est une connerie. Permettez ma vulgarité. On n'a rien à apprendre aux Congolais qui sont sur place. Il y en a qui sont beaucoup plus brillants que nous. C'est une réalité, c'est pas qu'un jeu de mots. Donc, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est faire respecter le Congo de tout ce qu'il a dans son entièreté. Et c'est toujours cette 13e région qui est la diaspora. Et s'il y a un argument, moi je pense qu'il faut pas le mettre en avant, mais je vais le mettre en avant parce que pour certains ça va les toucher. Évaluer ce que la diaspora envoie au Congo. Évaluer ça et vous comprendrez que certains ministères n'arrivent pas à pourvoir à beaucoup de choses. Donc rien que pour toutes ces raisons-là, la diaspora doit être partie prenante de ce qui se fait. Maintenant, c'est un landerneau comme le Congo, il faut séparer le bon gré de l'ivraie, on peut pas travailler avec tout le monde. Mais il faut faire un choix, il faut faire un tri. Sur les Congolais sur place aussi, il faut faire un choix. Absolument. Donc, il y a des talents dans la diaspora. On a des traders congolais. Moi, j'en connais, mais qui sont d'une discrétion inouïe. Et des fois, qui sont déçus par le pays, qui tournent le dos au pays. On ne condamne pas. Après, faut comprendre pourquoi, faut échanger, ainsi de suite. Mais moi, je suis résolument convaincu qu'ils finiront par comprendre. Le mot diaspora est entaché. Que les Congolais de l'extérieur ont un rôle à jouer important. Revoyez l'histoire de la Chine. Ce que les Chinois de l'extérieur ont apporté à la Chine d'aujourd'hui, c'est juste, c'est la pierre angulaire du développement de la Chine. Voilà, donc c'est une façon de dire que la diaspora compte pour le pays, comme l'a dit notre invité également. La diaspora, c'est le 13e département de la République du Congo. Cette diaspora a des matières grises, a des personnalités, des hommes, tout comme des femmes, qui ont beaucoup de choses à contribuer, beaucoup de choses à apporter pour le pays. Comment est-ce qu'on se sent quand on est Congolais de Brazzaville? Il y a une fierté comme ça qui est transmise, je sais pas d'où elle vient. Non, mais des fois on se sent un peu triste parce que on connaît le potentiel de ce pays et on n'a pas encore, je dis toujours qu'on attend notre rendez-vous avec l'histoire. Il arrivera, mais on n'y est pas. 5 millions d'habitants, c'est pas compliqué à gérer. 342 000 km² avec 65% de forêt. Donc en gros c'est Brazzaville, Pointe-Noire, enfin, c'est pas compliqué à gérer. Quand on se sent congolais, en fait, je sais que beaucoup, faut le dire, beaucoup sont déçus, mais j'aime pas être spectateur, donc j'aime être acteur. Et c'est pour ça que mon engagement est de plus en plus prégnant, de plus en plus important. Voilà, donc faut se lancer, faut croire, mais pas de manière idyllique, pas rêver non plus, mais faut agir chacun à son petit niveau.
transmettre des messages, se tenir informé de ce qui se passe, proposer des choses. On croit toujours prêcher dans le désert, mais c'est faux. Il y a toujours des gens qui nous écoutent. Et l'histoire, le temps joue en notre faveur, notre génération à nous. Donc forcément, on verra ce Congo. Les bourgeons de ce nouveau Congo, on va voir ça. Une dernière question. Oui. Comment est-ce que vous concevez le Congo pour les 60 prochaines années, tant sur le plan politique, parce que les 60 prochaines années, il va falloir compter sur nous, sur cette génération que nous sommes. Comment est-ce que vous concevez ce Congo, tant sur le plan économique, politique, social et bien d'autres? Le Congo de demain, c'est le Congo du développement local. C'est le Congo de la décentralisation. Il faudra le faire. Il faudra que le développement économique et social soit laissé à la charge du département, par exemple. Que l'État mette à disposition des budgets et que le département le gère. Que toute la partie, que les politiques sociétales soient laissées à la commune. Aujourd'hui, le Congo, je crois qu'il y a 5, comment on appelle ça, des communes pleines d'exercice. C'est-à-dire qu'avec le maire qui est voté, il doit en avoir 7 ou 8, pas plus. Il faut que la démocratie aille plus loin. Que tous les maires soient réellement votés. Parce que le suffrage universel donne une crédibilité aux maires. Et c'est important pour gouverner, même une commune. Voilà. Mais en tout cas, c'est le Congo de la décentralisation. Politique, pouvoir économique aux régents. Que les régents développent leur zone, que l'économie, c'est eux qui doivent faire les politiques même par rapport aux entrepreneuriats, voir les chambres de commerce locales, dire que ici on a besoin d'artisans, ici on a besoin de ici notre spécialité c'est la patate douce, voilà, on va investir dans ça. Sinon au niveau de l'État, on est loin des réalités. Donc c'est la proximité. Après il y a un autre sujet, c'est au niveau de l'écologie. Le Congo peut être leader de l'économie verte, il faut y penser. Énergie renouvelable, et puis à tout réfléchir, il faut que ce soit le Congo de l'inventivité et de l'audace. Je vais y arriver. Parce qu'on reproduit toujours la même chose. Et on ne reproduit pas les meilleures choses. Et voilà, comment on peut calquer une organisation d'une administration sur un pays? Pourquoi les autoroutes sont payantes au Congo? Parce que là, en France, c'est payant, mais en Allemagne, c'est pas payant. Donc, copions ce qui marche et ce qui a un sens. On est en pays en voie de développement, on connaît les lourdeurs bureaucratiques. Où va l'argent des autoroutes? Est-ce que ça va vraiment entretenir les routes? J'en doute. Donc ça, non. Par contre, la France, aujourd'hui, les routes qu'on construit, c'est la France qui est par une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation, qui le fait. Ça peut nous inspirer. Pourquoi le Congo ne pense pas une Caisse de dépôt et de consignation, en tout cas un truc qui ressemble, pour investir dans les logements, dans ce genre de choses? Une ingénierie financière, c'est ce qu'il nous faut. Qu'on crée des ingénieurs, il faut que cette classe moyenne arrive. La classe moyenne, la décentralisation, la formation et encore la formation. Indispensable. Voilà. Marien Foné-Gombe, nous sommes au terme de notre émission. Face à la caméra, un mot pour cette jeunesse qui vous suit, pour ces hommes et ces femmes qui vous suivent de là-haut au Congo-Brazzaville, et des vœux, si vous avez des vœux, et maître également. Je vous laisse la parole. D'accord. Alors, je vais m'adresser aux jeunes, 70% de notre population, pas par mépris pour les vieux ou par désintérêt, mais je pense au contrat des générations. Le Congo appartient à cette jeunesse-là. C'est elle qui peut agir pour les plus petits et pour les plus vieux. Donc, c'est elle que je m'adresse. Qu'est-ce que j'aimerais dire à cette jeunesse? De penser engagement, de s'intéresser à la vie de la cité, la politique au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui se passe, être au courant sur les droits et les obligations et toujours penser à un idéal commun. La situation aujourd'hui est très difficile, économique, même en termes de valeurs, même si ça peut être sujet à débat, mais sur plein de domaines, tout reste à faire. Beaucoup reste à faire. Donc à cette jeunesse, je dis d'essayer d'être dans cet élan-là, de garder espoir, de se projeter dans 20 ans, ils seront encore en activité. Donc, il faut aujourd'hui planter les germes du Congo de demain. J'espère venir au Congo d'ici la fin de l'année et organiser un événement autour de la citoyenneté et un autre autour de l'art qui permettra de libérer les talents, d'échanger avec cette jeunesse et de créer une émulation. De l'émulation viendra la réussite. Je pense. Le Congo de l'émulation, le Congo de l'excellence, je pense que c'est notre objectif, c'est notre désir le plus ardent et raison pour laquelle nous étions avec un digne fils du pays qui fait un travail énorme. N'hésitez surtout pas de contacter Marien Foné-Gombe
Il est président des ACC, qui sont les ateliers citoyens du Congo également. Il est également le créateur de l'initiative So Art également. Pour vous qui êtes artiste, vous êtes écrivain, n'hésitez surtout pas de le contacter également. Il y a également l'association Aquamossi qui est là. Ce sont toutes ces facettes et il le fait simplement parce qu'il a l'amour du pays. Nous avons l'amour de ce pays, nous avons l'amour pour le Congo. Nous voulons un Congo prospère, mais surtout excellent. Un Congo grand, à la hauteur de ce qu'il a et de ce qu'il représente. Voilà, c'était Caféine. Je n'aurais pu tenir cette émission dans les locaux du Novotel Léal, également, qui nous ont permis d'être ici également. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent déjà. Je remercie toute la structure So Art déjà qui contribue avec nous et qui collabore avec nous. Firo Itumu, qui est avec nous également, qui est un grand collaborateur, et toute l'équipe qui est avec lui également, qui travaille avec lui, Noélie Tamaris également, qui est dans toute cette équipe. Je salue Thierry Loukoussa, qui est le grand réalisateur derrière la caméra et qui va faire le très grand boulot pour cette émission Caféine. Je salue Lucille Niemwe, qui est la directrice de production et marketing, Harlem Moufankol, qui est le VCO de Congo Café. Vous retrouverez cette émission sur la chaîne YouTube Marvin Loti Lutonadio Caféine ou sur www.congocafé.com. Alors, Caféine s'arrête ici. Caféine, c'est sur le café de l'actualité. On se retrouve bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec de nouvelles personnalités. D'ici là, prenez soin de vous et protégez-vous bien. À très bientôt.